Bonsoir Éric Tegner. Bonsoir Gauthier. Éric, vous allez être central pour cette première heure d'émission puisque vous êtes retourné avec vos équipes à Crépol. Donc évidemment, Crépol, c'est le meurtre, l'assassinat du jeune Thomas à coups de couteau lors de ce bal de Crépol. Et vous avez interrogé évidemment les habitants de Crépol. Vous êtes aussi allé à Romans-sur-Isère parce qu'il y a eu un livre qui est sorti qui tente de réécrire totalement Crépol, d'évacuer le racisme anti-blanc, de dire au fond que c'est une sorte de rixe entre deux bandes rivales, que ces jeunes qui avaient des couteaux et qui ont tué Thomas se baladent toujours. Ça va Jean-Claude vous avez votre petit papier Bonsoir Jean-Claude. Je ne pensais pas que ça ferait autant de... Oui, voilà. Vous me dites si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ne vous interrompez pas dans votre récit qui est passionnant. Non, je vais... C'est vrai que l'affaire de Crépol... je vais saluer André Berkoff, donc Johan Usaï et Rachel Kahn. Donc je disais, il y a un livre qui a été publié sur Crépol qui tente de réécrire ce qu'a été Crépol. Et vous êtes allé sur place pour aussi confronter les habitants à ce livre. Racontez-nous un peu, Éric, et on va commencer à écouter les premiers témoignages que vous avez recueillis. Oui, c'est un reportage de Baudouin Wisselman, notamment, qui habite justement dans cette région. Et pourquoi c'était important d'aller sur le terrain, sur place ? Parce que ce qu'on a vu déjà, c'est qu'il y a une omerta. C'est-à-dire que les habitants aujourd'hui de Crépol, ils sont traumatisés par le tabassage médiatique qu'il y a eu contre eux. Ils se souviennent pertinemment de l'émission sur 28 minutes sur France 5 où il y avait par exemple une sociologue qui comparait un petit peu à Roméo et Juliette. Et également, ce livre, il a bouleversé beaucoup d'habitants, beaucoup également de personnes proches de la famille Perotto expliquaient que pour la mère de famille, notamment la mère de Thomas, elle est traumatisée par cette affaire, que le livre a été une blessure supplémentaire. Vous savez, les parents Perotto, aujourd'hui, travaillent dans un restaurant et certains témoins, notamment des employés, disent que c'est très difficile parce que tous les jours, justement, elle est submergée par les larmes. Et ils expliquent comment, on verra dans un des extraits, comment les journalistes du Parisien qui ont écrit ce livre ne se sont pas préoccupés de ce que voulaient dire les habitants de Crépol. Je crois il y a 2 témoignages. Ils sont d'abord allés à la Monnaie pour essayer de trouver des excuses. Alors, vous avez interrogé une jeune fille qui était présente le soir du meurtre de Thomas, c'est ça ? Oui, qui avait 15 ans et qui était présente et donc qui a également sa mère à ses côtés. On va l'écouter. La mère d'une fille qui était avec moi, quand elle est arrivée pour venir nous chercher, elle nous a dit qu'ils étaient venus, elle les avait vus et ils avaient tapé contre sa voiture. Les jeunes de la Monnaie vont se procurer des téléphones portables. Ils seront mis sur écoute par les enquêteurs très rapidement. Parmi les conversations captées, Shahid confirme et se justifie des coups qu'il a portés à une mère de famille paniquée. Et après, ça me tire le bras, ça me ramène au parking. Il y a une Yorko, elle vient sur moi, elle crie et tout. Je lui fous une grosse gifle, sa grand-mère. Ah, t'as frappé leur Yorko ? Ben ouais. C'est pas bien ça. Elle vient vers moi, la mec, j'ai cru qu'elle allait me frapper, frérot. Elle arrive derrière moi en criant, je sais pas ce qu'elle raconte. Grande gifle choquée, elle parlait plus le Coran de la mec. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cet échange ? Alors ça, c'est un échange entre Shahid et un de ses amis. Qui est Shahid ? Shahid, il a une vingtaine d'années aujourd'hui et c'est un des principaux suspects. Il est en ce moment en détention provisoire. Et donc, il était sur écoute par les policiers. Donc, il s'est vanté et il a confirmé le récit d'une mère de famille qui, effectivement, est venue chercher son enfant qui était paniqué à l'intérieur de cette salle des fêtes parce qu'ils étaient confinés, ils étaient obligés de se protéger. La jeune fille raconte d'ailleurs qu'ils entendaient tourner autour de la salle des fêtes par des personnes comme s'ils cherchaient d'autres personnes à attaquer. Et cette femme, cette mère de famille, elle était dans le parking et Shahid est passé à côté et l'a frappée violemment sur la tête. Elle est tombée à ce moment-là dans les pommes et il s'en vante. Et pourquoi c'est intéressant ce témoignage qui est souvent oublié parce qu'effectivement on se concentre sur Thomas mais on essaye d'expliquer que c'est une rixe finalement entre des rugbyman costauds et aujourd'hui ces jeunes de la Monnaie. Mais dans les faits, il y a une ultra-violence qui est complètement désinhibée. C'est-à-dire que Shahid, lorsqu'il quitte les lieux, il s'en prend même à une mère de famille et il s'en vante de l'autre côté. C'est pour ça que ce témoignage est important. Bon, Jean-Claude, vous avez dit c'est très important ce qui s'est passé à Crépol. Et ensuite, il y a eu toute la volonté de réécrire ce qui s'est passé à Crépol. C'est une rixe, c'est 2 bandes de jeunes qui se font face. On a l'impression que c'était 2 bandes de jeunes armés, alors que non. Il y avait une bande de jeunes qui faisait un bal, tranquillement, qui s'est fait agresser par une bande qui était armée. Mais on a voulu relativiser les armes. Ils ont toujours des couteaux sur eux pour couper leur shit. C'est leur habitude de se trimballer avec des couteaux. Il y avait quand même le malheureux Thomas qui est mort. Ah bien sûr, oui, je confirme. Rien, c'est pas un petit fait divers. C'est même quelque chose qui a marqué. C'est un fait de société lourd qui démontre à quel point ce pays n'est pas au bord. Il est au cœur maintenant de problèmes
relationnel extrêmement grave. Je ne sais pas si c'est du racisme anti-blanc, ça commence à y ressembler quand même. En tout cas, c'était un événement qui était incompréhensible et inexplicable pour ce qu'on appelle un peu globalement la bien-pensance. Donc il fallait essayer d'arranger le coup, de dire au fond qu'il n'y avait que là quelques bagarres de bandes, ne sachant pas trop quoi faire ce soir-là, mais ça s'était peu ou jamais produit auparavant. Donc c'est une situation qui a marqué auprès des esprits qui avaient du mal à s'en convaincre que nous étions avec une jeunesse en grave difficulté pour une part d'entre elles, qui n'est pas négligeable, c'est pas évidemment toute la jeunesse, mais et aussi une part évidemment non négligeable de l'immigration, c'est pas toute l'immigration bien évidemment, mais c'est une partie non négligeable. C'est ce que nous avons en face de nous, devant nous, et pour le moment, en dépit des efforts des uns ou des autres, on a du mal à régler un problème qui est lourd. Les jeunes d'aujourd'hui ne se comportent plus comme on se comportait, nous, à leur âge. Et il va falloir essayer de penser comment on va essayer de redresser la situation qui est plus que préoccupante. André, c'est un ancien agriculteur. Olivier Véran se rend sur place et il lui dit vous n'avez pas traité à sa juste valeur la mort de Thomas. C'est ça, hein. Oui, il l'interpelle à ce moment-là. Il dit, oui, mais vous avez défendu pendant des années cette France des quartiers, vous avez oublié la France de Thomas, et ce témoignage, il avait bouleversé l'ensemble des Français. Ça parlait à beaucoup de monde, parce que vous parliez tout à l'heure du racisme anti-blanc, il y a quand même eu près de 16 témoignages de jeunes qui ont entendu sale gouir ou encore sale français, et aujourd'hui, le racisme anti-blanc n'a pas été... Je pensais qu'on était sur 9 témoignages. Non, on est sur 16 témoignages qui ont été faits et une vidéo également qui a été reconnue. Mais aujourd'hui, le racisme anti-blanc n'a pour autant pas été reconnu par la justice. Et les habitants... Ça, les auteurs du livre le reconnaissent et expliquent que c'est parce qu'il y a eu une gêne et qu'on les a mis un peu à la poubelle, les témoignages. Alors, les auteurs du livre, ils disent que Salguir, ils ne le disaient pas. Donc, même là-dessus, ils essayent quand même d'essayer de minorer ce qui s'est passé. Ils expliquent qu'il y a bien eu des témoins qui ont entendu on est venu tuer du blanc. Bien entendu. Et que, comme par magie, ces PV, avec ces auditions, ont disparu. Donc, écoutez André qui lui dit vous ne traitez pas la France rurale comme vous traitez les banlieues. Vous accordez plus d'importance aux drames qui peuvent se produire dans les banlieues qu'aux drames dans nos petits villages. Cet homme, c'est André, un ancien agriculteur qui vit dans une vallée voisine. Comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. Ça me fait quoi? Ça me fait que j'enlèverai pas un mot de ce que j'ai dit. Je pourrais même en rajouter peut-être. Il nous a fait attendre très longtemps, le ministre. Bon, c'est normal, c'est un ministre. J'étais en colère, quoi. C'était la colère pas réfléchie et naturelle. C'était pas personnel contre lui. C'était plutôt contre l'État qui protège pas sa jeunesse, quoi. Ça m'a touché personnellement parce que, bon, vu les origines de Thomas, c'est la campagne. Bon, Johan, il y a aussi la sensation d'avoir été abandonné dans ces localités. Et Eric nous le confirmera dans un instant. Ce livre a beaucoup choqué, la tentative de réécriture, on cache le racisme anti-blanc et les témoignages des personnes sur place qui expliquent on a entendu, on est venu tuer du blanc, on met sur un pied d'égalité les deux bandes, comme si on avait deux bandes qui se faisaient face, on parle de Rix, et tous ceux qui n'achètent pas le récit officiel sont taxés d'extrême droite, et donc ça choque évidemment les parents du jeune Thomas qui sont, Eric nous le racontait, en larmes en continu. Ça choque les habitants sur place qui ont l'impression d'être maltraités. Oui, parce que, comment dirais-je, cette affaire de Crépol contrevient à l'idéologie d'une partie de la classe politique, en l'occurrence de la gauche et de l'extrême gauche, mais à une partie non négligeable également des journalistes et des médias de ce pays. Donc il y a la tentation de vouloir réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde davantage à son idéologie. Et c'est ce à quoi on assiste depuis 18 mois. Et on a atteint l'apogée de cette réécriture, manifestement, avec ce livre, disons-le, un peu abject, quand même, concernant l'affaire de Crépol. Moi, je comprends le sentiment qu'ont ces habitants d'être abandonnés, puisque
Il est vrai qu'on voit bien d'abord que dans les médias, on parle souvent des banlieues et qu'on parle moins des difficultés que rencontrent ces habitants-là. Et ces habitants voient aussi et surtout, j'allais dire, les milliards qu'on a injectés dans ces endroits, dans ces banlieues, dans la politique de la ville, ces dizaines de milliards qui n'ont pas servi à grand-chose, en tout cas qui n'ont pas donné les résultats escomptés, loin s'en faut, et qui ont le sentiment, eux, dans ces campagnes, eh bien oui, d'être abandonnés, qu'on ne s'occupe pas d'eux, qui sont aussi souvent, parfois en tout cas, en situation précaire. Donc ça commence pour eux à faire beaucoup. La coupe est pleine. Bon, André, et puis il y a le tabou du racisme anti-blanc aussi. Ce tabou du racisme anti-blanc, d'abord, il existe, il faut le dire. Juste, j'écarte un peu la focale depuis des années en Europe. Rappelez-vous l'histoire qui est, excusez-moi le truc, 100 fois, 1000 fois Crépol. Ce qui s'est passé pendant 20 ans en Angleterre avec ce qu'on a appelé les grooming gangs, qui avaient mis en esclavage sexuel des milliers de jeunes filles de 10 à 12 ans, 14 ans. Ça a duré 20 ans, ça dure encore. Et rappelez-vous, ni les services sociaux, ni la police, ni les politiques sans problème, ils disaient on ne peut pas parler de ça parce que ce sont des Pakistanais qui font ça, ou des Indiens, ou etc., ou des Sri Lankais, donc on n'en parle pas. Et ici, c'est la même chose. Vous savez, c'est toujours la fameuse dialectique des sœurs de haine et puis les trafiquants d'excuses. Et alors on dit, ah oui, mais vous comprenez, ce sont des racisés. Donc les racisés pouvaient tout faire, alors que ce n'est pas évidemment la majorité des racisés, loin de là. Eh bien oui, mais on ne va pas en parler, vous comprenez? Et là, c'est vrai que cette histoire du livre-là, de ces journalistes, ce qui est tout à fait lamentable, c'est qu'ils donnent du foin, ou ils donnent des verges pour se faire fouetter, et avec un espèce de masochisme extraordinaire. On ne leur demande pas de faire noir et blanc, on leur demande de dire les faits. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les faits n'existent pas. Non, la réalité n'existe pas, ce qui compte, c'est notre narratif. Et notre narratif est évidemment antiraciste, etc. Donc, vous avez le droit de faire ça et ça et ça, si vous êtes, vous appartenez à tel camp. Sinon, eh bien, ça ne va pas du tout. C'est grave. Alors, vous avez interrogé les habitants à Crépol sur la parution de ce livre aussi, Eric. Oui, on allait les questionner, etc. Est-ce que ça vous a choqué Ce qu'on voit dans ces images, c'est qu'ils ont plutôt la démarche de dire on veut plus entendre parler des journalistes parce qu'effectivement, on a été complètement trahis par eux parce qu'ils ont même coupé nos propos. Alors, écoutez-les justement. Donc, ce livre qui tente de réécrire Crépol, de faire passer ça pour une rixe avec deux bandes rivales sur un pied d'égalité. Légitimement quasiment les couteaux. Bah non, ils voulaient tuer personne, c'est juste pour couper leur shit, donc ils ont toujours des couteaux sur eux. Ce qui d'ailleurs est faux, parce que vous savez, dans la salle des fêtes, il y avait effectivement Shahid qui a été disculpé sur le meurtre de Thomas, mais qui en revanche est en prison pour le reste, qui est à l'intérieur de la salle des fêtes, mais il y a ses amis qui attendent à l'extérieur, qui n'ont jamais fait partie de la fête, qui n'ont pas vu Thomas pendant cette fête. On n'a pas trouvé toujours, il est important de le rappeler. Certainement avec les couteaux, donc sont venus avec les couteaux pour donner des coups de couteau. Et on n'a toujours pas trouvé l'auteur, parce qu'il se couvre en prison, du coup de couteau fatal à Thomas. Alors que dans la Cité de la Monnaie, tout le monde dit qu'ils savent qui est l'auteur de ce coup de couteau. Mais ils se couvrent, donc ils ne veulent pas, comme on dit, balancer. Donc on n'a pas trouvé pour le moment, avec certitude, celui qui a tué Thomas. Écoutez donc les habitants interrogés par les équipes d'Éric Tegner. Je suis journaliste et je travaille sur ce qui s'est passé à Crépol. Vous avez entendu parler de ce livre? Non, je lis pas. Non, je n'ai pas le temps. Ouais. Ils m'ont pris pour un con. Ah, ils vous ont déjà interviewé? Et pourquoi ils vous ont pris pour un con? Ils ont coupé des extraits? Oui, ils ont coupé, oui. Ils ont mis ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas, ils l'ont pas mis. Non, c'est bon. Merci. Je dis, ils ne parlent pas, les gens. Les gens, quand ils se parlent entre eux aussi, personne ne veut parler. Hein. Je crois que c'est une copine à moi qui m'en a parlé. On m'a pas dit du bien. Du livre? Ouais. Ouais, justement, D'accord, ok. D'accord. Et vous étiez au bal? Ouais, j'étais au bal. D'accord, ok. Rachel, votre sentiment? Le tabou du racisme anti-blanc, la volonté de réécrire ce qui a été Crépol, parce que ça rentre pas. En fait, c'est tellement. Vous savez à quoi ça me fait penser? Donc on a parlé, ça fait depuis janvier qu'on est ensemble, depuis le 6 janvier. Combien de fois on a parlé les bonnes victimes, les mauvaises victimes, les bons bourreaux, les mauvais bourreaux? Et si ça rentre pas dans la grille idéologique, on tente de réécrire. Et oui, certains sont coupables par ce qu'ils sont et certains sont victimes quoi qu'ils fassent. Il y a effectivement ce réel qui dérange l'idéologie, donc le réel n'est plus un argument. Crépol, en fait, c'est la synthèse du malaise français. C'est aussi le fait de ne pas pleurer tous ses enfants, de ne pas pleurer l'ensemble de ses enfants. C'est Thomas, on a vu à quel point en fait sa mémoire a été entachée par l'idéologie. Et puis juste un point, c'est que moi la notion de racisme anti-blanc ne me va pas.
il n'y a pas de privilège concernant le racisme. C'est du racisme, point final. Et malheureusement, lorsque l'on parle, à mon sens, de racisme anti-blanc, ça fait le jeu aussi de l'idéologie d'en face qui voudrait faire croire que ça n'existe pas. Le racisme, c'est un sujet qui est malheureusement universel, qui concerne le monde entier. Je sais que vous en êtes conscient, mais le fait d'accoler anti-blanc, je crois que finalement, ça fait le jeu très précisément de ceux qui se disent racisés, qui est une notion aussi que je récuse. C'est intéressant quand ils disent ils m'ont pris pour des cons. Et vous savez, beaucoup aussi de gens, c'était hors caméra, expliquaient, ils se moquaient un petit peu des journalistes et ils venaient voir Baudouin Wisselman et lui disaient n'oubliez pas, Isère, c'est plutôt Crépol, c'est dans la Drôme, c'est pas dans l'Isère. Pourquoi ? Parce que le livre qu'ils ont publié, sur la 4e de couverture, c'est quand même les éditions Grasset, ça met Crépol dans l'Isère, alors que Crépol est dans la Drôme. Et pour eux, ça représentait complètement à quel point ils ne connaissent pas ces villages, qu'à chaque fois, ils essayent de trouver des excuses. Parce que vous le disiez tout à l'heure sur le cas de la Cité de la Monnaie. La Cité de la Monnaie, c'est à 2h30 de Paris. C'est à 10 minutes d'une gare. Tout autour, il y a énormément de jobs qui sont proposés. Donc ça ne fait pas partie des coins les plus reculés et abandonnés de la République, alors qu'il y a des millions d'euros qui ont été déversés sur cette cité depuis des années. On est dans la discrimination territoriale. On est véritablement dans cette discrimination. Et peut-être que pour ces personnes, le pass Navigo ne marchant plus, eh ben pour eux, ils inversent, en fait, ils changent les noms, etc. Ça devient quelque chose d'un peu exotique auquel où ils ne vont pas. Bon, je vais écouter une autre victime d'un autre drame. La mère d'une victime. Elle s'appelle Evelyne Rebert. Eric, racontez-nous un peu. Tout à fait. C'est un attentat islamiste qui a eu lieu en 2020 déjà à Romans-sur-Isère. Donc la ville dont sont originaires les tueurs de Thomas. Tout à fait. Pendant le confinement, et donc c'est de la part d'un réfugié soudanais. Et c'est son fils qui était restaurateur, très connu de Romans-sur-Isère, qui a été assassiné. Et elle raconte comment, finalement, ce réfugié soudanais cherchait à assassiner d'abord un Français. Et elle est révoltée parce qu'elle considère, et c'est vrai que cet attentat islamiste, elle est complètement passée sous le radar. Et ça rentre dans un contexte, et les habitants de Romans-sur-Isère, de Crépol en ont conscience, ça rentre dans un contexte où depuis 2020, il y a une ultra-violence sur cette zone. Également, il y a eu d'autres problématiques de ce côté, et ils ont l'impression d'être abandonnés. Et d'ailleurs, dans ces images, c'est intéressant parce qu'on voit aussi, on va voir dans un plan de coupe, un hommage qui a été rendu. On voit la maire de Romans-sur-Isère, mais on voit aussi un député. Et le député qui a été élu là-bas aux dernières élections législatives, c'est un député du Rassemblement national. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des journalistes parisiens qui essayent d'expliquer que dans le fond, c'est l'extrême droite qui a exploité, qui a fait croire que les habitants de Crépol ne pensaient pas du fait qu'il y avait un racisme anti-blanc, dans les urnes, ils ont parlé, ils ont donné leur avis. Et pourquoi c'est important de l'entendre ? Pour montrer qu'il y a un problème d'ensauvagement, en particulier dans cette région, à Romans-sur-Isère, qu'il y a plusieurs victimes. Oui, et ces mots vont être très forts. Elle va clairement parler, elle, de racisme anti-blanc. Écoutez-la. C'était horrible cet attentat, c'est une vraie boucherie. Il est allé jusque chez mon fils, qui à ce moment-là est allé ouvrir ses volets avec son fils. Il a pris un coup de couteau, il a protégé son fils, il l'a mis derrière lui, il l'a fait rentrer chez lui. Il lui a sauvé la vie en quelque sorte, mais ça personne n'en a jamais parlé. Il lui a sauvé la vie et puis il s'est éloigné de la porte pour que mon petit-fils puisse rentrer. Et il s'est massacré, il a pris 22 coups de couteau. Au cri d'Allahu Akbar, hein, bien sûr. Il y a eu un genre d'acharnement. Là, c'était de la haine, de l'acharnement, oui, tout à fait. La première personne, un pauvre maghrébin qui était là, il lui a dit « Tu es maghrébin ou tu es français ?» Il lui a dit « Je suis français », donc il a pris un coup de couteau. Alors quand on nous dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, je n'y crois pas un seul instant, quoi. Comment on tient avec du Vératran, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et puis j'ai mon fils, mon second fils qui est là, donc je suis là pour lui. Mon petit-fils d'amour aussi que j'ai, donc je tiens pour eux. On se sent bien avec votre long format, Eric, qui a eu une ambiance très pesante, très lourde à Romans-sur-Isère, à Crépol, donc il y a eu plusieurs drames, on le montre à Romans-sur-Isère. Là, son fils a pris 22 coups de couteau et au fond, on les entend peu, ou on les écoute pas, et on tente de réécrire ce qui s'est passé. Alors honnêtement, quand vous allez là-bas, c'est une ambiance extrêmement pesante. C'est glauque, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, on ne veut pas parler, on essaye de... Les gens sont tétanisés, ils sont apeurés, ils ont presque l'impression que s'ils vont revendiquer certaines choses, ça va se retourner contre eux. Parce qu'il y a aussi une stratégie de la part de l'association des victimes, des avocats, que je peux comprendre, qui est une stratégie de se dire pas trop de vagues, parce que sinon, la justice pourrait nous en vouloir.
Et c'est quand même très fort, c'est-à-dire que c'est ce que disait tout à l'heure l'autre qui disait, dans le cas de Naël, en fait, il y en a eu plein de choses. Adama Traoré, on se rappelle, Adama Traoré, elle a fait la une du Times, et là, on se retrouve sur un cas de figure où à chaque fois, on veut faire comme si ça n'existait pas. Et cette histoire de Rix, elle est folle, parce qu'il y a autre chose que je veux mettre en avant dans les différents témoignages, dans le récit de ce qui s'est passé cette fameuse nuit où Thomas a été poignardé. On essaye d'expliquer à nouveau, de réécrire l'histoire comme quoi, dans le fond, c'est une échauffourée, une rixe entre ces personnes. Le même Shahid dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'il quitte les lieux, qu'est-ce qu'il fait? Il montre son sexe comme une provocation. Imaginez, on n'est pas sur quelqu'un qui soi-disant essaye de se défendre, on est sur quelqu'un qui est dans la bagarre, qui ensuite montre son sexe et qui ensuite s'en prend à une mère de famille, lui met un coup de poing dans la figure. Et il y a un autre point, vous savez, on parle. Et comment vous avez eu confirmation de tout ça? C'est une partie dans le livre également, c'est-à-dire que ce livre, il y a 2 éléments. D'abord, ils ont eu accès au dossier, donc il y a des éléments factuels qui sont intéressants. De l'autre, il y a une réécriture, parce qu'ils essayent de faire croire... Les écoutes que vous avez récupérées... Ça, c'est officiel. Les écoutes, elles sont officielles, bien entendu. Et donc, c'est ces points-là qui sont importants de souligner. L'autre point, c'est qu'on va souvent dire... Dans ces quartiers, il faut que les parents s'en occupent. On va même dire c'est la nouvelle génération, les parents, c'est pas ça. Quel a été le réflexe, par exemple, d'une mère de famille de la cité de Thomas? Elle a prêté son Peugeot 5008, elle a mis ses enfants et d'autres camarades dans cette voiture conduite par d'autres personnes et ils ont fait une cavale vers Toulouse. Certains sont partis au Bled, au Maroc ou encore en Algérie. C'est-à-dire que le réflexe de mère de famille n'est pas de se dire mon enfant, il a déconné et donc je l'amène au commissariat, c'est de dire je te prête la voiture et tu pars en cavale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette cavale? Ils se sont drogués au shit, ils ont bu de la vodka et ils faisaient des Snapchats. C'est ça la réalité aussi de cette génération. Tout ça est aussi officiel. Tout ça est officiel, bien entendu. André. Il y a quelque chose quand même qui est très frappant, c'est que vous vous rappelez aussi, il y a eu la journée du service public, on n'en voit pas ici, qui disait c'était une rixe. Oui. C'était le fait de dire, c'est toujours un peu d'abord ce côté, on va mettre beaucoup de watts. On va tamponner bonne victime, mauvaise victime, bon bourreau, mauvais bourreau. Voilà, ça c'est le truc. Et si ça rentre pas dans la grille idéologique, on réécrit. Voilà, c'est-à-dire indignation à géométrie variable, 10 poids, 10 mesures, et puis tout va bien. Simplement, ce qui est vraiment intéressant quand on regarde ce qui s'est passé, moi, il y a un livre, enfin, on l'a cité quelques fois, qui a aujourd'hui 12 ans, La France orange mécanique de Laurent Oberton. Qu'est-ce qu'il a pris dans la figure à l'époque, hein? Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que n'importe quel journaliste aurait pu faire, mais c'est lui qui l'a fait, tant mieux pour lui. Il a inventorié. Il l'a fait parce qu'il a eu le courage de le faire quand d'autres... Absolument. Tous les journées jeunes, voilà. Avec 2 journées. Et quand on voit déjà, il y a 12 ans, parce qu'on dit aujourd'hui, ça s'est multiplié, mais c'était déjà extraordinaire. Et il y avait les mêmes schémas. Les mêmes schémas fonctionnaient en disant, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on revient toujours à ça, depuis 30 ou 40 ans, on s'est dit, voilà, c'est très simple, il y a eu des gens qui ont été colonisés, qui ont été racisés, qui ont été opprimés, qui a été ça, et on les mettait tous dans le même sac. C'est-à-dire qu'il y a eu un racisme, de l'antiracisme, qui a joué à plein. On a dit, on va victimiser absolument tout le monde, et ces gens vont dire, ah ben on est victimes, c'est formidable, on est tous des victimes, et après, l'impunité. Ah ben écoutez, on peut y aller, je vous en prie, open bar, allez-y. C'est ça qui s'est passé. Eric. Et voilà pourquoi on en est là à Crépol et ailleurs. Pour revenir sur cette ambiance très pesante, cette grande tristesse à Romans-sur-Isère, à Crépol, après le meurtre de Thomas et après celui du fils d'Evelyne Reber tué de 22 coups de couteau, j'ai André Valigny, qu'on connaît bien sur ce plateau, qui est élu de cette région et qui m'écrit la chose suivante. Donc sur le Romanais tué de 22 coups de couteau. Il m'écrit « Le père du Romanais, assassiné par un Soudanais, est mort de chagrin. Oui. » Je les connaissais bien. On a entendu sa veuve à l'instant. Hein. Et donc qui a perdu, après ce meurtre, son fils de 22 coups de couteau et ensuite son mari. Je les connaissais bien, le père et le fils, ils étaient des personnes formidables. Le père est donc mort de chagrin, nous dit André Valigny. C'est le syndrome du cœur brisé. C'est Je rappelle que le père de la jeune Lola est mort aussi de chagrin. Oui, et bien sûr. On voit, et merci André Valigny pour ce témoignage, parce qu'on voit chez cette femme, cette mère, à quel point à la fin, elle dit on est obligé de prendre des médicaments. En fait, elle ne tient pas. Et moi, ce que je ne comprends pas... Elle a perdu son mari et son fils. Oui, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit toujours, on est dans une société, on dit que les victimes doivent parler. Et sur le racisme anti-blanc, les victimes, on ne peut pas les faire parler. Et il y a quand même, il y a cette violence sur le racisme anti-blanc, mais il y a la violence liée aussi au narcotrafic. On a vu comment également Nicolas Dumas, qui était dans le même club de rugby que Thomas,
a été tué à la sortie d'une boîte de nuit par une rafale l'année d'après. C'est en permanence. Juste un mot sur les statistiques. Il ne faut pas oublier que quand quelqu'un meurt, il y a toute la famille qui crève. Voilà. Je veux dire, c'est ça aussi. Une statistique, c'est pas un mort. Non. C'est 4 agonisants autour. Évidemment. Donc, Et certains en meurent. Et certains en meurent. Mais vraiment, pardon, je suis désolée d'insister sur cette question de racisme anti-blanc parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'Occident. Le sujet, c'est l'Europe. Le sujet, c'est des principes. C'est quand même un peu le sujet. Le Rachel. sujet. Alors, c'est un peu le sujet quand on vient de dire selon plusieurs témoins, moi je. Non, mais c'est le racisme le sujet. Oui, mais qu'il soit anti-noir, anti-blanc, anti-jaune. Merci, c'est ce que oui, mais il existe. Oui, mais on parle du racisme anti-blanc parce que certains nient son existence, mettent les PV à la poubelle quand il y en a et tentent de réécrire. Mais sauf que le fait de, en fait, pour moi, alors peut-être je me trompe, hein, c'est comme les histoires de raciser. De dire racisé, mais d'un autre côté racisme. Non, mais là, en l'occurrence, c'est le racisme anti-blanc. Mais c'est eux qui l'emploient. Non, mais justement. Et là, on met la focale là-dessus parce qu'il y en a qui le nient. Personne ne nie les autres racistes. Mais Rachel, il y a un point. Non, mais parce que c'est instrumentalisé, vous savez aussi. On en a parlé la dernière fois. En soi, je suis d'accord avec vous sur le fait que normalement, le racisme, c'est également le racisme contre les Blancs. Et avec les mêmes règles. Sauf que si on est obligé de parler de racisme anti-blanc, c'est pourquoi ? C'est parce que dans le cadre de décisions de justice, le racisme n'est quasiment jamais pris en compte lorsque c'est un Blanc qui est la victime. Et donc, on est obligé d'en parler parce que c'est pas juste pour un débat médiatique, c'est que lorsque vous êtes victime de racisme, il y a une circonstance aggravante. Vous pouvez passer plus de temps en prison. Donc, c'est un impact judiciaire. Et donc, dès que ça donne le mobile. C'est un Blanc, voilà. Et dès ça donne le mobile, ça change tout. Bien entendu. Ça donne l'intention. C'est ce que je voulais. C'est pas donc ils passaient par là comme par hasard, ils avaient des couteaux sur eux pour couper de la drogue et ils sont tombés par hasard sur Thomas. Non, ça veut dire on a prévu l'expédition punitive. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais ça change tout pour tuer du blanc et parce que nous on n'a pas des balles et parce que nous on est jaloux des balles et parce que nous on a envie d'être invités aux balles. Voilà. Mais il y a cette petite idée que dire sale guerre finalement aujourd'hui ça rentrerait presque dans la culture populaire, c'est-à-dire que certains vont essayer quand même de justifier ce type d'insulte parce qu'ils voient qu'elle se généralise. C'est-à-dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne connais pas cette insulte. Sale guerre, ça veut dire sale blanc. Le guerre, c'est blanc. Oui, sale guerre, ça veut dire sale blanc. Vous avez raison de le préciser. C'est un document qui est un document qui est formidable. Parce qu'il met la lumière sur un monde d'ombre et de noir que l'on veut entretenir ici ou là. C'est une évidence. Il y aura un procès quand même, rassurez-moi. Pas dans 10 ans. Pas dans 10 ans. On ne sait pas. Ce document jouera un rôle à ce moment-là. J'espère que les malheureuses victimes de ce drame de Crépol trouveront encore la force de dire ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Mais ce que nous dit Eric avec son document... Rendre une justice qui prenne en compte mais ce que dit Eric avec son document, c'est que ces victimes ont été victimes plusieurs fois. Oui. Il y a le drame... Il y a la tentative de réécriture et il y a le livre un an après. En fait, ça ne s'arrête jamais pour eux. C'est du harcèlement, quoi. Et donc, évidemment, ils vont attendre le procès. Le procès, il n'y a pas encore de date aujourd'hui. Oui, non, bien sûr. Globalement, évidemment, il y aura des condamnations aujourd'hui. C'est 3 majeurs et 3 mineurs qui sont dedans. Et pour revenir sur les couteaux, ça montre une réalité de certaines cités où c'est quand même une catastrophe. Au début du témoignage, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait ce sont des TN Lacoste qui viennent. C'est une expression qui est beaucoup utilisée par ces générations pour dire, en fait, ce sont des Maghrébins qui sont là. Parce que la Cité de la Monnaie, c'est important de le dire. Moi, j'étais 3 jours après le meurtre de Thomas. J'étais le premier journaliste là-bas sur place. Tous les jeunes que je voyais, ils me disaient quoi ? Ils me disaient bien sûr, j'ai vu un jeune de 15 ans, bien sûr que j'ai un couteau. Et vous ne portez pas de couteau sur vous. Il y a cette violence quand même qui est intrinsèque chez eux et qui pose un véritable problème aujourd'hui. Et cette expression, c'est pas la vôtre, hein, je la rappelle, c'est ce que vous avez entendu sur le terrain et que vous relayez à l'instant. Donné dans le témoignage au tout début. Absolument. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver donc ce long format sur le site de Frontières. C'était très intéressant d'avoir ces extraits pour bien comprendre ce qui s'est passé, pour voir le désarroi des habitants, leur grande détresse. C'est la douche froide. Ils ont amené cette insécurité dans notre campagne, en fait. Alors que les pompiers et les gendarmes vont arriver assez rapidement, vont décrire une véritable scène de terreur. Déjà, ils viennent en bande, donc il y a l'effet de bande. Il ne faut pas sous-estimer l'effet de bande, parce que moi, souvent, j'en croise, quand ils sont seuls ou à deux, ils ne sont pas les mêmes, quoi. On entend crier « ça plante, ça plante, ça plante ».
On a une volonté judiciaire, politique et médiatique d'étouffer le racisme anti-blanc.